Bonjour à tous. Vendredi, la France a été attaquée, une attaque terroriste sans précédent à Paris. Ce scénario, le renseignement le redoutait. Aujourd'hui, on accueille Christophe Guillotot. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du conseil départemental du Rhône et puis vous êtes aussi un député spécialiste des questions de défense et de renseignement. Je disais, c'était le pire des scénarios imaginés par le monde du renseignement. Vous, ce scénario macabre de cette attaque terroriste, est-ce qui vous a surpris vendredi soir? Non, il ne m'a pas surpris, mais avant, je voudrais avoir une pensée pour toutes les victimes et les familles des victimes. Je me joins à vous. Rendre hommage aux forces de police, de sécurité, aux médecins qui ont fait un travail. Pour répondre à votre question, non, ce n'est pas une surprise. Les spécialistes, les gens du renseignement savaient qu'il allait y avoir quelque chose. La problématique, c'était quand. Quand, c'était vendredi soir. Ce qu'il faut aussi redouter, c'est qu'un tel événement ne se reproduise pas. Et les questions, j'écoutais le Premier ministre ce matin qui pensait qu'un tel événement pouvait se reproduire. Donc il faut se mettre en situation de livrer sur notre territoire et à l'extérieur de notre territoire une guerre contre ces hommes et peut-être aussi des femmes qui y contribuent, qui y participent. Voilà. Pour vous, on est en guerre maintenant? On n'est pas en guerre maintenant, on était en guerre. Le seul problème, c'est qu'on a été en guerre depuis longtemps. Je rappellerai, depuis Charlie, on était en guerre même avant. Problématique, certains n'ont pas réagi, n'ont pas bougé, on continue à laisser les choses se faire, on est dans la guerre. Il faut arrêter, je dirais, de croire que les idées progressistes, il y a d'un côté les gentils, d'un côté les méchants. Non, il y a des méchants qui sont en train de faire tache d'huile en France, et on a beaucoup de méchants qui sont sur le territoire français, qui sont pour certains français, et qui sont aussi à l'extérieur. Donc il faut se donner le même. La France sait faire. La France est un des meilleurs pays au monde en termes de renseignement, d'armement, de sécurité. Il faut qu'elle mette en œuvre, et pas que ce soit la justice qui dicte sa vision de la société, c'est à la police de le faire. Et je dis que le président de la République a bien fait de prendre les décisions qu'il a prises. L'état d'urgence est nécessaire. Il faudra que ça dure le temps que ça dure. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Les arrestations qu'on a eues en France, sur le territoire, ici à Lyon, on n'aurait pas pu le faire en temps ordinaire. On a pu le faire parce qu'il y a l'état d'urgence qui donne des moyens à la police d'investir des endroits où la police n'allait pas. Si on est allé ce matin chercher des armes, des munitions, des citoyens, des bazookas, c'est qu'on savait qu'il y avait quelque chose. Et certains juges ne se donnaient pas les moyens de donner les moyens à la police d'aller chercher. C'est bien, les dispositions législatives donnent à ce pouvoir policier de faire enfin son travail. Il faut que ça continue. On est dans des mesures extraordinaires oui. Permises justement par cet état d'urgence. Pour vous, il faut le prolonger jusqu'à quand? Parce que si on est en guerre, ça peut être jusqu'à la fin de la guerre. Jusqu'à ce que nécessaire, jusqu'à ce que mort s'en suive pour certains, jusqu'à ce que nécessaire. La guerre, on ne la fait pas avec des tapettes à mouches. On l'a fait avec des outils coercitifs, et il faut aller jusqu'à, pour certains, la neutralisation des individus, à la neutralisation des individus sur le territoire extérieur et sur le territoire français. C'est la neutralisation. Regardez ce qui se passe dans certains pays. Regardez ce qui se passe en Israël. Dès que vous avez un Israélien qui est touché, tout le peuple israélien est derrière, et la justice, la police et les services de renseignement israéliens se donnent les moyens. Il faut qu'on en arrive là en France. Enfin, en Israël, ça n'empêche pas que la guerre elle dure depuis 50 ans et oui. qu'il n'y a aucun signe qu'elle soit sur le point vous avez raison au contraire. Vous avez raison sur le facteur. Il y a des regains de tension très Vous avez régulièrement. raison sur le facteur temporiste avec Israël. Et donc en France, il faudra se donner ces moyens coercitifs tant que nous serons dans une situation comme celle-ci. Voilà. Elle peut durer combien de temps cette situation? Il faut qu'elle dure le moins longtemps possible, ça veut dire pour tout le monde, parce que ça va avoir... On est en mois, on est en années, on est en décennies. J'ose espérer qu'on est seulement en quelques mois. Et que si on se donne les moyens d'éradiquer cette situation, regardez ce qui s'est passé cette nuit en Syrie, on est allé taper sur 30 sites, pourquoi on ne l'a pas fait avant? On est allé ce matin... Il y a eu des frappes avant. Oui, mais pas assez, pas 30 d'un coup, pas 30 lieux d'un seul coup. Pourquoi on l'a fait seulement cette nuit? On a fait des arrestations partout en France, dans 14 villes, notamment à Lyon. Pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'on était dans une espèce d'angélisme, dans une espèce de vision vue parfois par certains magistrats et par le ministre de la Justice, qui n'est pas celle d'une situation de guerre. La situation de guerre a été décrétée par le président de la République. Elle est soutenue par le Premier ministre, je dirais, enfin. Il a fallu malheureusement un événement aussi fort, aussi tragique que celui-ci, pour que certains prennent conscience qu'il fallait répondre à cette guerre que certains voulaient livrer de l'extérieur et de l'intérieur, et qu'il fallait le faire avec des moyens considérables. On les a mis en route, et c'est très bien. Mobilisation de la police, de l'armée, et c'est très bien. Pour autant, à partir de maintenant, et même depuis peut-être déjà janvier dernier,
Le risque zéro n'existera plus. Il faut qu'on apprenne à vivre... Le risque zéro n'existe pas. Il n'existe pas dans beaucoup de domaines, en termes de sécurité, en termes de quoi ça. Il va falloir, comme vous le disiez, apprendre à vivre avec ça. Il faut que nos jeunes apprennent à vivre ça. Il faut que les événements sportifs, culturels apprennent à vivre ça. Il faut qu'on apprenne à vivre ça. Alors qu'on accepte d'être contrôlé le soir quand on rentre chez soi. Moi, quand la gendarmerie contrôle, quand je rentre chez moi à la campagne à Ognoy, je suis très heureux parce que ça veut dire que la police est là. Tout à l'heure, je vais prendre le train pour monter à Paris. Si je suis contrôlé dans le train, ce serait une très bonne chose. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec cette notion d'insécurité en France. Il faut qu'on revienne à un pays où la sécurité passe avant l'insécurité. Très rapidement, toutes ces perquisitions, elles ont quel but? D'arrêter des terroristes, d'arrêter des complices, d'arrêter des potentiels terroristes ou de vider aussi les stocks d'armes qu'on peut trouver parfois? Voilà, dans votre question, il y a quasiment les réponses. Comme disait Charles Pasqua, déjà, il faut terroriser les terroristes. Terroriser les terroristes. Et puis, faire le ménage dans certains endroits, sortir ce qui ne doit pas y être, c'est-à-dire la drogue, les armes et les voyous. Parce que c'est une chaîne, c'est une grande famille, ce petit monde-là. Et faire en sorte de démontrer à ces gens-là que l'état de droit, c'est partout en France. Il n'y a pas d'endroit où la police ne peut pas rentrer. La police a des moyens pour le faire depuis hier. Elle l'a fait dès cette nuit, c'est très bien. Et comme vous dites, il faut aller éradiquer, chercher les uns et parfois les unes, parce qu'il ne faut pas exonérer aussi les femmes de leur idée d'avoir une société à leur dimension eux et pas celle de la République française. On arrive à la fin de cet entretien sur TLM, on va se retrouver sur Lyon Capital pour continuer. Allez, on est de retour sur lyoncapital.fr, toujours avec Christophe Guillotot. Comment avez-vous trouvé notre gouvernement et François Hollande vendredi soir et ce week-end Le gouvernement a tout de suite réagi, il l'a fait. Le président de la République était sur le territoire français, il était même directement visé. Il était directement visé. Cellule de crise toute de nuit, il a réagi tout de suite, il a pris les mesures, je dirais, de droit qu'il fallait. Il a bien fait, le gouvernement a bien fait. On est dans une cohésion nationale. Hier, tous les partis politiques ont été reçus, tous les leaders nationaux ont été reçus. Cet après-midi, le président de la République a convoqué le Congrès en urgence. C'est à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est une mesure exceptionnelle. Mesure exceptionnelle sur cette fois sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Sur cette mandature, c'est la première fois que le Congrès se réunira. Et vous allez vous dire quoi? C'est pas on va se dire quoi. D'abord, on va écouter le président de la République qui va nous dire les choses. S'il réunit le Congrès, c'est qu'il a des choses importantes à dire. Enfin, j'ose espérer. Et je pense qu'il a des choses importantes à dire. J'ai expliqué pourquoi il a pris cette décision. S'il veut la prolonger, je crois que législativement, il faut l'accord du Parlement au-delà de 12 jours. Peut-être c'est ce qu'il va nous demander. Il va peut-être nous expliquer les mesures coercitives qu'il entend en prendre. Moi, j'espère qu'il va nous expliquer que demain, il va mettre fin à ce prosélytisme salafiste français. On a 140 sites en France référencés salafistes. On en a dans le Rhône, je vous signale. C'est inadmissible. Vous avez des pays comme la Tunisie qui savent ce que c'est. Ils ont déjà mis fin depuis très longtemps aux salafistes. Il n'y a plus aucune mosquée salafiste en Tunisie. Il n'y a plus que des mosquées d'État. Donc il faut que certains pays qui le font, nous aussi en France, on le fasse. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, avec les moyens que le président de la République s'est doté, on va peut-être engager une guerre sans merci. Vous allez sur Internet, vous écoutez des prêches, mais qui sont immondes à l'égard des jeunes, des femmes, des gens qui sortent et dire qu'une vision de la société différente d'eux. On ne peut pas tolérer que sur le territoire français, on ait des hommes qui font des prêches de haine comme ça. On les connaît, les services de renseignement les connaissent, il faut y mettre fin. Ceux qui ne sont pas français, on les expulse, et les lieux comme ça, on les ferme. Il y a cette problématique des fiches S, c'est-à-dire des personnes qui sont suivies pour radicalisation. Qu'est-ce qu'on en fait, par exemple? Il y a Laurent Wauquiez, votre collègue des Républicains, qui a dit on les interne tous dans un camp. Qu'est-ce qu'on en fait de ces gens-là? Ce qui est sûr, c'est que ces gens qui sont connus avec des fiches S, on sait où ils sont, Je pense que la première des choses, c'est de mieux les contrôler. Première des choses, je crois qu'il y a un truc simple qu'on peut faire, bracelet électronique. Bracelet électronique, on peut les suivre, on peut les tracer. C'est déjà la première chose. Et une question de droit, ces personnes-là, non, pour la plupart, à l'heure oui, mais on est dans une mesure d'urgence. Commis aucun crime. Oui, mais par rapport à notre réflexion du droit français, c'est pas forcément une conception. C'est pas forcément, mais l'état d'urgence permet de dispositions, comme le bracelet électronique, on peut le faire. Le regroupement, je ne suis pas sûr qu'en termes de droit, ça soit possible. Mais ce qui a tout le moins, c'est les contrôler, les suivre, les tracer, et qu'ils ne soient pas dans la nature comme certains le sont. Il y a aussi la problématique de ceux qui rentrent sur le territoire actuellement.
On vient de s'apercevoir qu'il y avait un Syrien dont on a considéré il y a un mois ou un mois et demi qu'il fallait ce garçon l'accueillir parce qu'il venait d'un pays malheureux. On l'a accueilli. C'est-à-dire que se donner aussi les moyens de contrôler tous ceux qui rentrent, toutes les migrations, je dirais, officielles. Pour l'instant, il y a encore des doutes dans l'enquête sur son cheminement, savoir si... Voilà, mais se donner aussi les moyens d'un meilleur contrôle de tous ceux qui rentrent. Et on ne peut plus aussi avoir une immigration clandestine, c'est plus possible. C'est soit on a une immigration consentie, avec des hommes et des femmes qui souffrent dans le pays, et la France est un pays d'accueil, et on doit en accueillir, mais on ne peut pas aussi parallèlement avoir des gens qui rentrent d'une façon clandestine. C'est d'ailleurs que l'étanchéité des frontières, qui a été demandée par le président de la République, qui a été décrétée, est une bonne chose, mais il faut que ça s'applique. Voilà. On a aussi les difficultés qu'on a eues, c'est qu'on rentre mais on sort. Si on avait bloqué nos frontières, les 3 jeunes qui sont repartis en Belgique ne seraient pas repartis si on avait eu une étanchéité de nos frontières. Donc il faut se donner aussi les moyens d'avoir une impossibilité d'entrer, mais aussi une impossibilité de sortir, parce qu'il y a des gens qu'il faut qu'on garde sur le territoire pour mieux les appréhender. Cette organisation qui a revendiqué les attentats Daesh, Oui. Comment expliquer leur puissance, leur capacité de monter une telle opération sur notre territoire? C'est un État, il se décline comme un État qui a des ramifications dans plusieurs pays. Ils ont commencé par faire quelques méfaits, je dirais, importants, comme le pillage de la banque de Mossoul, qui a quand même rapporté plusieurs millions et millions de dollars. On parle beaucoup de leur financement aussi, parce ils ont qu'une telle opération... Et puis ils ont des financements sur les trafics d'êtres humains, trafic d'œuvres d'art, trafic de drogue, et puis ils ont aussi le pétrole, que certains pays continuent à acheter sans vergogne. Et c'est à partir de là aussi la France, on ne peut pas considérer que certains pays, parce qu'on leur vend tel ou tel truc, considérer qu'ils ne peuvent s'exonérer de financement de ces gens comme Daesh. C'est pas possible. On a 3 pays qui sont aujourd'hui, dont on sait très bien, dont ils ont une vision de collaboration avec Daesh, qui sont le Qatar, qui sont l'Arabie Saoudite et qui sont la Turquie avec des achats de pétrole. C'est-à-dire que se poser la question si légitimement, au nom des intérêts supérieurs de la nation, on ne doit pas rompre, je dirais, nos relations avec ces pays-là et même avoir des mesures coercitives à leur égard. Parce que le foot ne doit pas s'exonérer, je dirais, de financements qui soient, je dirais, des financements qui sont des financements orduriers. On ne peut pas financer d'un côté le foot en France et avoir soutenu et soutenir Daesh. C'est pas possible. Je veux dire, il y a un problème. À un moment, il va falloir dire ça doit s'arrêter. C'est peut-être des choses comme ça que nous annonçait le président de la République tout à l'heure, et je le souhaite qu'il le fasse. Ce sera une guerre aussi financière. Certainement. Militaire, financière. De toute façon, dans cette affaire-là, vous verrez que économiquement, à partir déjà où les États-Unis, la Belgique expliquent que la France n'est plus un pays sûr, on va déjà avoir un préjudice commercial, un préjudice touristique. C'est déjà préjudiciable. Et puis ça sera une difficulté pour la France. Certaines manifestations vont être annulées, certains grands rassemblements vont être annulés. Moi, j'ai pris des décisions pour le Conseil général d'annuler certaines manifestations. Des maires vont le prendre, des grandes organisations. Se posera ici à Lyon le principe de maintenir ou pas le 8 décembre. Est-ce que les élus lyonnais peuvent prendre un risque comme celui? Je ne suis pas sûr, mais c'est à eux de le dire. Vous ne le prendrez pas? Moi, je ne le prendrai pas. Je ne le prendrai pas. Mais à partir de là, M. Gérard Collomb, il est responsable de la sécurité des personnes et des biens dans sa qualité de maire. Il prend ses responsabilités. Il y a aussi ce débat qui consiste à dire on a le droit d'avoir peur, mais si on cède à la peur, il gagne. Est-ce qu'on doit faire prendre des risques? Est-ce qu'on doit faire prendre des risques aux citoyens? Moi, je ne suis pas sûr qu'un élu, au nom de dire on ne doit pas avoir peur, et regardez, l'État a pris ses responsabilités. Moi, je crois que c'est un vrai problème de société qu'on doit se poser. Est-ce qu'on peut faire prendre des risques à des individus qui n'ont rien demandé, à des jeunes? Pour vous, le temps de la guerre, il faut qu'on accepte de remiser au placard certaines libertés individuelles. La guerre, c'est la guerre. Allez voir dans les pays qui sont en guerre, s'ils font des festivités comme celle-ci, je ne crois pas. S'il y a des matchs de foot, je ne crois pas. Il faut se donner les moyens. Vous parlez d'Israël, ce fameux groupe qui donnait un concert au Bataclan vendredi soir avait fait une tournée en Israël. Il y a des matchs de foot en Israël. Il y a une vie en Israël. On sait très bien que dans Daesh, les choses qui sont visées sont les événements culturels et les événements sportifs. Je crois qu'à partir de là, il faut en tirer les conséquences, il faut en tirer les conclusions pendant quelques temps et faire en sorte que si ces événements se passent, qu'ils soient hyper sécurisés. Et qu'on puisse, il se trouve que dimanche dernier, je suis allé au match de foot Saint-Étienne-Lyon, je suis rentré comme dans un moulin. Donc à partir de maintenant, il va falloir se donner les moyens. Une fête comme la fête des Lumières le 8 décembre,
c'est impossible de contrôler qui que ce soit, même s'il va y avoir ce jour-là des renforts de police, et qu'il y en a eu beaucoup. Mais c'est des milliers et des milliers de personnes. En plus, cette année, au niveau de l'agenda, ça tombe le mardi, donc ça va commencer le vendredi, le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il peut y avoir dans l'esprit d'un espèce de tordu un repérage le vendredi, le samedi, et une mise en action. Je veux dire, bon, même si c'est une fête au départ religieuse, et qu'on doit vivre dans l'aspect religieux de la paix, ça peut aussi dire ce qui s'est passé vendredi à Paris, c'était aussi des rassemblements de jeunes devant des cafés, un match de foot, et dans une salle de concert, où personne ne pouvait imaginer l'atrocité, l'horreur du monde qui allait leur tomber sur la tête. Voilà, je crois qu'on est dans une situation où pendant quelques temps, il faut prendre des mesures de sécurité énormes, et il faut faire en sorte que pendant quelques jours, nos services de police déploient sur tout le territoire français des moyens coercitifs de perquisition, je dirais, de regard, aller chercher partout où on a des doutes, partout où on sait, ces jeunes qui feront l'objet, je dirais, de signalements de police, que ce soit dans les fiches S ou dans les délits de droit commun, et puis là où on sait que les stocks d'armes sont présents. Je veux dire qu'à Lyon, tout le monde sait qu'on peut se procurer des armes comme on le veut. Il faut être réaliste. Je veux dire, quand je dis ça, je vais peut-être surprendre le téléspectateur, mais voilà, il y a un commerce. En plus, le Rhône a toujours été un terreau des terroristes. Ça a toujours été là. Le premier terroriste de France, il était dans le Rhône. Raleigh de Calcal, c'était dans mon village. Donc on ne peut pas s'exonérer, même dans les petites campagnes, regardez ce qui s'est passé autour de Grenoble. Chirol, petite banlieue de Grenoble, modeste, et dans lequel on sait qu'on a un foyer terroriste. Donc aucun endroit de France ne peut s'exonérer d'une difficulté comme celle-ci. Donc laissons le temps à la police de faire son travail, de le faire bien, d'aller chercher partout dans les montées d'escalier, je dirais boîte aux lettres par boîte aux lettres, tous ces jeunes et ces moins jeunes qui terrorisent la France. Et après, le cours des choses reprendra normalement, mais il faudra être vigilant au quotidien, jour par jour, que ce soit dans les trains, dans les lieux publics, et que les services de renseignement qui seront forcément augmentés, accentués en moyens, puissent continuer à faire, et accepter que ce qu'on a vécu avant vendredi, ça ne sera plus jamais ce que la France pourra vivre après vendredi. Merci beaucoup Christophe Guillotot d'avoir répondu Merci à de notre votre invitation. invitation. Et on vous laisse aller au congrès à Versailles. Merci. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de notre direct. Au revoir.